Mon ex-mari a gagné à la loterie et la sorcière de ma sœur a commencé à le séduire, et ils ont commencé à sortir ensemble. Mais j'ai gardé ma bouche fermée, jusqu'à ce que, 7 mois plus tard, vous découvriez pourquoi je n'ai rien dit. Saviez-vous qu'il y a des gens qui ne vous embrassent que lorsqu'ils sentent que vous êtes sur le point de devenir inatteignable? Le message est arrivé à 3h17 du matin. Chris ne dormait pas, il ne pouvait pas. Il avait passé les dernières heures à regarder le plafond de son appartement vide, se demandant si c'était réel. Le billet était là, sur la table, à côté du verre de vin à moitié vide. Ce n'était ni une fantaisie ni un malentendu. Il était le gagnant. 5 millions de dollars. La loterie nationale. Son nom, son numéro, son prix. La première chose qu'il a ressentie n'était pas de la joie. C'était une vague d'anxiété si aiguë qu'il sentait qu'il manquait d'air. Il s'est levé, est allé à la salle de bain, s'est regardé dans le miroir. Même visage, mêmes yeux. Tout pareil, mais quelque chose était déjà différent. Il n'était pas encore riche, pas officiellement. Mais au moment où son visage apparaîtrait sur le site officiel, dans les nouvelles, sa vie ne lui appartiendrait plus. C'était la partie qui l'effrayait le plus. Et aussi la partie qui faisait le plus mal de ne pas pouvoir partager avec elle. Rachel. Le message n'était pas d'elle. C'était d'Ethan, son meilleur ami, qu'il avait sûrement déjà vu dans les résultats en ligne. « Suis-je ton meilleur ami ou dois-je déjà faire la queue ?» a-t-il écrit, accompagné d'une photo d'une valise vide. Chris a lâché un rire tendu, presque comme un réflexe automatique, et a mis de côté son téléphone. Lui et Rachel étaient séparés depuis 7 mois. Le divorce était signé, archivé et traité. Légalement, ils étaient étrangers. Mais émotionnellement, personne ne pouvait le définir. Moins que quiconque. Parfois, ils mangeaient ensemble. D'autres fois, ils ne se parlaient pas pendant des semaines. Il y avait des tentatives de rapprochement, des moments de tendresse, et aussi des silences trop prolongés. La vérité était que ni l'un ni l'autre n'avait complètement fermé la porte. Des heures plus tard, déjà le jour, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Médias locaux, connaissances qu'il n'avait pas vues depuis l'école, une cousine éloignée qui jurait qu'elle l'avait toujours aimé comme un frère. Le monde était devenu collant, bruyant, plein de gens à la voix trop douce. Et parmi tous ces messages, il y en avait un qui a gelé tout le bruit. Rachel, pouvons-nous parler aujourd'hui? Juste parler. Chris a répondu par un simple oui. Il n'en fallait pas plus. Il n'y avait ni sarcasme, ni double sens. C'était un oui nu, sincère. Une partie de lui souhaitait qu'elle l'embrasse et lui dise qu'elle était heureuse pour lui. Une autre partie avait peur qu'elle, comme tous les autres, vienne lui demander quelque chose. Et une troisième partie voulait juste la voir, peu importe la raison. Ils se sont rencontrés dans le café habituel, le même où ils allaient avant de se séparer. Elle est arrivée avec son manteau gris clair, celui qui la faisait toujours paraître plus fragile qu'elle ne l'était. Elle l'a salué d'un baiser sur la joue, ils se sont assis, et au début, ils n'ont pas parlé d'argent. « J'ai vu les nouvelles, dit enfin Rachel. Je ne te demanderai pas si c'est réel. On le voit dans tes yeux. » Chris acquiesça. Il avait peur de parler et de paraître arrogant, ou pire, changer. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle. « Je pense que oui. Mais, tout est étrange. C'est comme si soudainement je ne savais pas qui je suis. » Rachel le regarda avec un mélange de tendresse et de distance. Elle savait qu'il n'était pas de ceux qui s'enivraient de pouvoir. Mais elle savait aussi que l'argent ne changeait pas les gens, il révélait seulement ce qui était déjà caché. Tu vas devoir décider à qui faire confiance, et rapidement. Chris détourna le regard. Au fond, il souhaitait qu'elle soit avec lui pour affronter ce qui s'annonçait. Mais il ne pouvait pas le lui demander. Il n'était plus rien. Ou du moins, c'était ce qu'on supposait. 2 jours plus tard, Emma est apparue. Cela faisait 2 ans qu'il n'avait pas vu sa sœur cadette. La dernière fois qu'ils s'étaient croisés, c'était lors d'un dîner familial inconfortable,
où Emma était partie avant le dessert, offensée parce que Rachel n'avait pas voulu lui prêter de l'argent pour une urgence. Chris se souvenait d'elle comme quelqu'un d'impulsif, charmant quand elle le voulait, et destructeur quand elle s'ennuyait. Alors maintenant tu es le célibataire le plus convoité du pays ? Dit Emma en entrant dans son appartement sans demander la permission, comme s'il n'avait jamais été éloigné. Chris se figea. Il ne savait pas comment elle avait obtenu son adresse. Il ne le lui demanda pas. Il savait déjà qu'avec Emma, certaines choses valaient mieux ne pas être sues. Salut, Emma. Quelle surprise. J'ai vu ton visage partout. C'était impossible de ne pas venir te voir. De plus, je te dois des félicitations, et un café. Chris n'a pas dit qu'il avait déjà pris du café. Il ne voulait pas paraître impoli. Elle parlait avec un sourire tranchant, comme quelqu'un qui dit quelque chose de gentil juste pour cacher le venin. Et Rachel ? Demanda-t-elle soudain, comme si c'était un hasard. Elle va bien. Nous avons parlé récemment. Emma s'assit sur le canapé comme si c'était le sien. Tu as toujours été trop bon pour elle. Elle ne l'a pas vu, mais maintenant, eh bien, disons qu'elle doit vivre avec ça. Chris fronça les sourcils. Cette phrase avait un tranchant. Et pour une raison ou une autre, cela le dérangeait plus qu'il ne le devrait. Au cours de la semaine, Emma a commencé à apparaître fréquemment. Toujours avec une excuse, elle apportait de la nourriture, disait qu'elle passait dans le quartier, ou avait besoin d'un conseil. Chaque visite devenait plus intime, plus envahissante. Et Chris, encore en train de traiter sa nouvelle réalité, n'avait pas l'énergie de mettre des limites. Ou peut-être, inconsciemment, cherchait-il à sentir que quelqu'un l'admirait sans condition. Mais ce n'était pas de l'admiration. C'était de la stratégie. Rachel l'a remarqué rapidement. Un jour, lorsqu'elle est venue lui rendre un livre qu'elle avait oublié, elle a trouvé Emma en pyjama chez lui. « Tu passes la nuit ici ?» demanda Rachel, sans élever la voix, mais plantant la question comme un poignard. Je ne faisais qu'aider Chris avec quelque chose. Tu sais, être en famille, répondit Emma, avec ce sourire qui n'atteignait pas les yeux. Rachel n'a pas répondu. Elle l'a juste regardé lui. Et lui, n'a rien dit. Parce qu'il ne savait pas quoi dire. Parce qu'il n'avait rien fait de mal, mais tout se sentait mal. Cette nuit-là, Rachel est partie sans dire au revoir. Et Chris a senti quelque chose se briser. Emma en a profité. Elle a commencé à lui parler de sa vie, de combien elle se sentait seule, de combien il avait été difficile de grandir dans l'ombre de Rachel. Elle l'étreignait pour n'importe quelle raison. Elle le regardait différemment. Parfois, je pense que toi et moi aurions été parfaits si nous nous étions rencontrés dans un autre contexte, dit-elle en caressant son épaule. Chris n'a pas répondu. Le silence était plus sûr. Un vendredi soir, après un dîner qu'Emma avait préparé, Chris a bu un peu plus que d'habitude. Emma aussi. La conversation est devenue plus intime. Elle parlait de ses rêves, de fonder une famille, de combien ce serait beau d'avoir quelqu'un comme lui à ses côtés. Je ne suis pas prête à tomber amoureuse, dit Emma, mais avec toi, ça me fait peur à quel point ce serait facile. Et puis, elle l'a étreint. Longuement, chaleureusement, comme s'il était son ancre dans une mer que seule elle comprenait. C'est à ce moment-là que Rachel est apparue. Elle n'avait pas sonné à la porte. Elle avait une clé d'avant. Elle est entrée sans faire de bruit, avec une lettre à la main qu'elle avait écrite des jours auparavant. Une lettre où elle faisait ses adieux, où elle acceptait que son histoire avec Chris était terminée, où elle le remerciait pour les bons moments et lui demandait de ne pas cesser d'être l'homme qu'elle avait aimé. La lettre est tombée au sol lorsqu'elle a vu la scène. Emma étreignant Chris. Chris ne la repoussant pas. Et pendant un instant, leurs yeux se sont rencontrés. Rachel n'a rien dit. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas fait de scène. Elle les a juste regardés, a ramassé la lettre sans la lire, et est sortie par où elle était entrée. Chris a voulu la suivre. Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'Emma l'a tenue par le bras, et a chuchoté, elle a déjà eu sa chance. Cette fois,
C'est mon tour. Et Chris, pour la première fois depuis qu'il avait gagné à la loterie, a senti que sa vie ne lui appartenait plus. Le prix était réel. Mais la blessure, aussi. Et elle ne faisait que commencer à saigner. Chris ne pouvait pas dormir. Cette nuit-là, l'étreinte d'Emma ressemblait à une camisole de force émotionnelle. La chaleur de ses bras pesait encore sur sa poitrine, non pas comme un geste d'affection, mais comme une pression qui semblait creuser sa conscience. Il s'assit sur le lit, la tête entre les mains, écoutant les bruits minimes de l'appartement, le craquement du bois, le tic-tac doux de l'horloge de la cuisine, le ronronnement léger du réfrigérateur. Tout semblait plus fort lorsque l'âme était vide. Il pensa à Rachel. À ses yeux lorsqu'il les découvrit. Il n'y avait pas de larmes. Pas de cris. Juste ce silence absolu qui faisait plus mal que n'importe quelle gifle. Ce dernier sourire, il n'avait aucune trace de sarcasme. C'était un sourire qui disait « je le savais ». Et ce qui l'inquiétait le plus, c'était de ne pas comprendre ce qu'elle savait et lui non. Parce que Rachel n'était pas une femme naïve. Elle pouvait être beaucoup de choses, mais jamais aveugle. Le lendemain matin, Emma prépara le petit déjeuner comme s'ils étaient un couple. Elle portait sa chemise de nuit en soie et fredonnait une mélodie sans ton pendant qu'elle faisait frire des œufs et coupait des toasts. Elle agissait comme si ce qui s'était passé la nuit précédente avait scellé quelque chose entre eux. Comme si elle avait déjà gagné. « Je pensais que nous pourrions regarder un film plus tard, dit-elle en servant le café. Je suis libre toute la semaine, et je suppose que toi aussi. » Chris essaya d'être aimable. Il n'avait pas la force pour des affrontements. « Emma, j'ai besoin d'un peu d'espace. Il s'est passé beaucoup de choses et... » Elle s'assit à côté de lui. Elle le regarda avec un mélange étrange de douceur et de contrôle. « Tu n'as rien à dire. Je sais que ce qui s'est passé hier soir t'a secoué. Moi aussi. Mais nous ne pouvons pas fuir ce que nous ressentons. » Chris ne répondit pas. Les mots étaient coincés, comme si sa gorge savait que tout ce qu'il dirait serait utilisé contre lui. Rachel, quant à elle, était loin de laisser les choses au hasard. Ce matin-là, elle rendit visite à une amie, Olivia, qui travaillait comme infirmière dans une clinique privée. Rachel avait des soupçons depuis quelques jours. Elle avait vu Emma parler avec un homme dans un parc quelques semaines plus tôt, dans une conversation qui n'était clairement pas fraternelle. Ils s'étaient embrassés, mais pas comme de vieux amis. Il y avait quelque chose de plus. Rachel ne l'avait pas mentionné avant, mais maintenant tout s'emboîtait de manière sinistre. « Peux-tu vérifier si Emma a été dans ta clinique ces derniers mois ?» demanda Rachel à voix basse. Olivia fronça les sourcils. « Cela pourrait me causer des ennuis, tu le sais. » « Je sais. Mais ce n'est pas un potin. C'est sérieux. Il y a un homme dangereux dans le jeu. Quelqu'un qui l'a utilisé, ou qu'elle utilise. J'ai besoin de savoir si elle dit la vérité. » Olivia hésita un moment, puis se leva sans dire un mot. Elle revint 15 minutes plus tard avec une expression grave. « Je ne peux pas te donner de détails, mais je vais te dire ça. Il y a un test de grossesse positif dans son dossier, et il date de 6 semaines. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a été enregistré sous un autre nom de famille. Un qui n'est même pas le sien. » Rachel avala sa salive. « Quel nom ? » Lucas. Rachel se figea. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Lucas était un homme dont sa sœur parlait à voix basse. Un tatoueur, avec des antécédents d'agression, qui avait été vu plusieurs fois entrant dans des bars avec Emma ces derniers mois. La colère ne la dominait pas. Ce qu'elle ressentait était quelque chose de plus froid. C'était de la détermination. Il ne s'agissait plus seulement de reconquérir Chris. Il s'agissait d'empêcher sa sœur de ruiner complètement sa vie. Emma ne perdit pas de temps à continuer son jeu théâtral. 2 nuits plus tard, elle feignit un évanouissement. Il regardait la télévision, et au milieu d'une scène dramatique, son corps tomba lentement au sol, une main sur le front, comme si elle avait répété chaque mouvement. « Emma !» cria Chris, se penchant à ses côtés. Elle ouvrit lentement les yeux,
comme dans un mauvais film. Je vais bien, c'est probablement la pression, les changements hormonaux. Chris, bien que sceptique, la porta jusqu'au canapé, la couvrit d'une couverture et prépara une boisson sucrée. Sa tête tournait. Le mot « hormonal » résonnait avec force. « Tu es enceinte ?» Elle ne le nia pas. Elle ne le confirma pas non plus. « Je ne veux pas en parler, pas encore. » Chris sentit un nœud dans l'estomac. Cette réponse n'en était pas une. C'était une menace enveloppée de tristesse. Cette nuit-là, alors qu'Emma dormait dans la chambre d'amis, il fouilla dans son sac, cherchant un thermomètre ou des médicaments. Il ne savait pas ce qu'il espérait trouver. Ce qu'il trouva fut un sac avec des papiers froissés, des reçus, un test de grossesse usé. Le papier était usé, mais la date était visible. 6 semaines avant qu'Emma ne réapparaisse dans sa vie. Il sut à ce moment-là que quelque chose ne collait pas. Rien ne collait. Le lendemain matin, il la confronta avec prudence. « Depuis combien de temps sais-tu que tu es enceinte ?» Emma se tendit. « Pourquoi demandes-tu ça ?»« Parce que j'ai trouvé le test. Il n'était pas récent. Tu mens sur les délais. » Elle le regarda fixement. « Tu fouilles dans mes affaires ?» Chris ne répondit pas. Son silence était sa réponse. « Et si je suis enceinte ? Et si c'est le tien ? Nous n'avons pas. Toi et moi nous n'avons pas. Tu en es sûr ? Après cette nuit ? » Chris recula. Il était vrai qu'ils avaient bu. Qu'elle l'avait étreint. Qu'il s'était laissé emporter, mais il ne se souvenait pas avoir franchi cette ligne. « Je ne me souviens pas que quelque chose se soit passé, Emma. Je le saurais. » Elle se leva, furieuse. « C'est bien pratique, n'est-ce pas ? Tu ne te souviens pas. Mais moi si. Et si tu n'es pas avec moi, si tu décides de ne pas accepter cela, tu vas me perdre. Tu vas perdre l'enfant qui pourrait être le tien. » C'est alors que Rachel arriva. Elle frappa à la porte comme si elle ne savait pas ce qu'elle était sur le point de déclencher. Chris ouvrit. Rachel entra avec un dossier à la main. Emma la vit et se leva, provocante. « Que fais-tu ici ?» dit Emma. Rachel ignora la question. « Chris, il faut que je te parle. » Seul à seul. Chris hésita. Emma s'avança. « Non. Ce que tu as à dire, dis-le ici. » Rachel regarda sa sœur calmement. « Ta grossesse est réelle. Mais le père n'est pas Chris. Il s'appelle Lucas. Tatoueur, 32 ans, antécédent d'agression dans 2 comtés. Tu l'as accompagné toi-même à la clinique où tu as fait le test. Tu n'as pas utilisé ton nom de famille. Pourquoi ? » Emma pâlit. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un relie les points. « Tu ne sais pas de quoi tu parles ?» Rachel ouvrit le dossier. Elle montra un rapport, une image, un nom. « Je sais exactement de quoi je parle. Et Chris le saura aussi. Parce que si tu es capable de lui mentir à propos de quelque chose comme ça, qu'es-tu prête à faire d'autre ?» Emma chancela. Ses yeux se remplirent de larmes. Mais ce n'étaient pas des larmes claires. C'était le reflet d'un esprit acculé, pas d'un cœur brisé. « D'accord, dit-elle enfin, la voix tremblante. « Oui. J'étais enceinte de Lucas. Mais il m'a quittée. Il a dit qu'il ne voulait pas du bébé. Il m'a frappée. Ça ne te dit rien, Chris ? Tu ne comprends pas pourquoi j'avais besoin de trouver quelqu'un qui ne me jetterait pas à la rue comme un déchet ? » Chris sentit le sol se dérober. « Alors tu es venu vers moi, pour le remplacer ?» Emma le regarda avec des yeux vides. « Je t'ai choisi parce que tu es bon. Parce que tu ne me laisserais pas. Parce que je pourrais construire quelque chose avec toi. Tu ne voulais plus de Rachel, vous étiez déjà divorcés, pourquoi ne pourrais-je pas essayer ?» Rachel la regardait comme si elle ne reconnaissait plus sa propre sœur. « Tu ne cherchais pas l'amour. Tu cherchais une bouée de sauvetage. » Emma éleva la voix. « Et toi ? Que fais-tu ici ?
N'est-ce pas toi qui as signé les papiers en premier? N'est-ce pas toi qui l'as quitté par fierté? Rachel ne répondit pas. Parce qu'elle n'était pas là pour se battre pour Chris. Elle était là pour le sauver. Je ne suis pas venue me battre pour lui. Je suis venue le protéger de toi. Emma, vaincue, éclata en sanglots secs, forcés. Chris ne l'étreignit pas. Il ne bougea pas. Il l'observa simplement. Comme s'il voyait la vraie Emma pour la première fois. Le silence emplit la pièce. Lourd. Incomplet. Rachel posa le dossier sur la table et partit sans se retourner. Emma s'assit par terre, enlaçant ses jambes, murmurant des mots que Chris ne voulait plus entendre. Cette nuit-là, il fit ses valises. Il quitta l'appartement pour quelques jours. Il avait besoin de réfléchir. Pas à Emma. Pas à Rachel. À lui-même. Car lorsque le vide vous séduit par une caresse, il est difficile de distinguer l'amour de la manipulation. Et parfois, l'amour ne sert qu'à masquer une blessure qui ne veut pas guérir. Chris s'était réfugié dans une cabane qu'il avait achetée des mois auparavant, avant que le monde ne découvre sa chance inouïe. C'était une structure en bois simple, entourée d'arbres tordus et d'un lac qui semblait immobile, comme s'il observait aussi en silence le désastre imminent. Il avait fait ses valises à la hâte, en portant juste des vêtements, du café et le carnet où il avait l'habitude de noter des pensées qu'il n'osait pas dire à haute voix. L'air là-bas était plus dense, comme si la forêt savait quelque chose qu'il ignorait encore. Il dormait mal. Non pas que le matelas soit inconfortable, mais à cause de la manière dont les souvenirs se glissaient dans son esprit comme des serpents. Les mots d'Emma résonnaient dans sa tête, ce discours de victime déguisé en véritable amour. La façon dont elle le regardait, comme si elle avait besoin de lui pour respirer. Et la voix de Rachel, ferme, presque sans rancune, démasquant chaque couche du théâtre de sa sœur. Tout semblait une pièce écrite par quelqu'un assoiffé de chaos. Au milieu de cette confusion, Chris écrivit 2 mots dans son carnet, et si? Il retourna en ville 2 jours plus tard. Il chercha Ethan. Son ami était le seul qui ne le traitait pas différemment depuis qu'il avait gagné à la loterie. Il le trouvait toujours aussi sarcastique, toujours aussi sceptique, et doté d'une étrange capacité à détecter les mensonges même dans les respirations. « J'ai besoin que tu découvres tout ce que tu peux sur Emma, » dit Chris sans détour. Ethan croisa les bras. Il ne demanda pas pourquoi. Il acquiesça simplement. « Tu veux savoir si elle t'utilise? Ou si elle est plus folle qu'il n'y paraît? » Les deux. Ethan ne plaisanta pas cette fois. Il comprit que ce n'était pas un sujet de plaisanterie. Ils convinrent de se rencontrer dans 2 jours. Entre-temps, Emma n'était pas restée inactive. Elle avait contacté une avocate. Son nom était Madison, une femme qui savait naviguer entre la légalité et l'ambiguïté avec la précision d'un chirurgien. Emma arriva à son bureau vêtue d'une robe blanche, maquillée légèrement et d'une voix douce, comme si elle jouait le rôle d'une femme fragile cherchant uniquement la sécurité. « Je veux me marier avec quelqu'un. Il est millionnaire. Mais je dois m'assurer que, si quelque chose arrive, j'aurai une protection légale. C'est un sujet délicat, il y a un bébé en route. » Madison la regarda sans dire un mot pendant quelques secondes. Il y avait quelque chose dans les yeux de cette femme qui lui semblait familier. Un éclat calculateur qu'elle avait déjà vu. « Tu as dit que ton nom était... » Emma. Emma Dawson. Madison resta glacée. « Nous nous connaissons ?» Emma cligna des yeux. « Je ne pense pas. »« Pourquoi tu demandes ?» L'avocate ouvrit un fichier numérique sur son ordinateur. Elle tapa quelques noms, et une photo apparut. Le même visage, 5 ans plus jeune, avec un autre nom de famille. Une histoire de manipulation émotionnelle, de fausses accusations de grossesse, de tentatives de fraude à la paternité avec un homme d'affaires marié. Tu étais ma patiente dans le programme de réhabilitation émotionnelle au centre Amberlight. Tu te souviens? Emma se tut. Son masque se fissura un peu. Je ne savais pas que c'était toi, murmura-t-elle. Madison prit une profonde inspiration. Je ne peux pas t'aider, Emma. Pas avec ça. Emma se leva brusquement. Et si je te paie le double? Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'éthique. Oh, s'il te plaît. L'éthique. Tu es entouré de divorces et de procès pour infidélité. Maintenant, l'éthique te préoccupe? Madison resta ferme. Il y a quelque chose en toi qui n'a pas changé en 5 ans. Tu as juste appris à mieux le cacher. Emma quitta le bureau sans se retourner.
Elle ignorait que Madison, poussée par l'instinct de protéger quelqu'un d'innocent, écrirait un message anonyme à Chris cette nuit-là, lui donnant rendez-vous dans un café. Elle utilisa un pseudonyme pour éviter les soupçons. Pendant ce temps, Ethan revint avec des informations. Chris le reçut dans son appartement. Il avait les yeux cernés et la mâchoire tendue. Il n'avait pas dormi. Ethan sortit une enveloppe et la posa sur la table. Ton instinct avait raison. Emma n'a pas seulement menti au sujet de Lucas. Elle a également menti sur 2 grossesses antérieures. Dans les 2 cas, elle avait été découverte avant que les choses ne deviennent légales. Il y a même une plainte pour harcèlement émotionnel. Et il y a plus. Chris se tint à l'arrière de la chaise. Quoi d'autre? Elle a rencontré un gars nommé Alex. Ex-détenu, condamné pour agression envers son ex-compagne. Ils étaient ensemble. Ils se sont séparés après qu'elle ait dénoncé la violence, mais la plainte a été retirée quelques jours plus tard. Suspect. Chris resta silencieux. Non parce qu'il n'avait rien à dire, mais parce qu'il avait atteint le point où les mots ne servaient plus à rien. Elle essaie de me forcer à l'épouser, dit-il enfin. Elle pense qu'avec le bébé, elle peut me manipuler. Et tu vas la laisser faire? Chris ne répondit pas. Mais quelque chose dans son regard indiquait que la décision était déjà prise. Rachel l'appela cette nuit-là. Sa voix était calme, mais contenait l'inquiétude de quelqu'un qui avait été en guerre trop longtemps. Ça va? Non. Mais au moins, maintenant, je vois clair. Chris, si tu décides de rester avec elle, si tu penses vraiment que tu peux la sauver ou que le bébé est ta responsabilité, je l'accepterai. Il l'interrompit. Je ne vais pas l'épouser. Je ne vais pas laisser qu'elle ruine ma vie. Pas encore. Rachel resta silencieuse quelques secondes. Alors, laisse-moi t'aider. Le lendemain, Emma reçut un message avec l'emplacement d'un restaurant. Chris voulait parler. Elle arriva à l'heure, vêtue d'une robe moulante et d'un sourire forcé. Dans son esprit, elle planifiait déjà comment l'émouvoir, comment le séduire émotionnellement, comment reprendre le contrôle. Mais il n'était pas seul. Rachel était là aussi. C'est quoi ça? Dit Emma, sans s'asseoir. Une conversation honnête. Ce que nous n'avons jamais eu, répondit Chris. Emma plissa les yeux. Je n'ai rien à te dire, Rachel. C'est entre Chris et moi. Ce que tu lui fais m'affecte aussi. Parce que je l'aime. Et je ne vais pas rester les bras croisés pendant que tu l'entraînes vers le fond avec toi. Emma sourit froidement. Tu l'aimes? Maintenant, tu l'aimes? Comme c'est pratique. Chris frappa la table de la paume de sa main. Assez. Je sais tout. Sur Alex. Sur Lucas. Sur tes antécédents. Tu n'as plus besoin de continuer à jouer. Emma le regarda comme si elle ne le reconnaissait pas. Tu m'as enquêté? Tu t'es exposé. J'ai juste relié les points. Emma recula d'un pas. Son visage changea. Sa voix aussi. Et si je te dis que je t'aime vraiment? Que tout ce que j'ai fait, c'était par peur? Parce que tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Tu ne m'aimes pas. Tu as besoin de moi. C'est différent. Rachel se leva. Nous avons terminé ici. Emma les regarda tous les deux avec une rancune contenue. Ça ne se termine pas comme ça. Pas si je ne le veux pas. Cette nuit-là, Rachel disparut. Elle ne répondit pas au téléphone. Elle ne rentra pas chez elle. Elle ne répondit pas aux messages. Chris alla à son appartement. La porte était verrouillée, sans signe de violence. La police ne pouvait pas intervenir immédiatement. Moins de 24 heures s'étaient écoulées. Mais Chris savait. Emma ne réécrivit plus. Ni n'appela. Ni n'apparut. Le calme était plus terrifiant que n'importe quel cri. Car parfois, les fils du passé ne se rompent pas. Ils se tendent juste jusqu'à étouffer. L'absence de Rachel est devenue un véritable trou. Pas seulement dans la vie de Chris, mais dans la ville elle-même. Son téléphone éteint, son appartement intact, sa voiture garée au même endroit, avec la radio toujours réglée sur sa station préférée. Comme si elle était sortie acheter du pain et n'était jamais revenue. La police a posé des questions mécaniques. Avait-elle des ennemis? Avait-elle montré des signes de dépression? Une raison de fuir de son plein gré? Chris répondait les yeux gonflés et les jointures marquées par l'anxiété. Sa seule réponse était un non. Emma. Personne ne le crut immédiatement. Emma apparut en pleurs, la voix tremblante, disant qu'elle était aussi inquiète que lui.
que Rachel agissait peut-être de manière dramatique parce qu'elle ne supportait pas de les voir ensemble. Qu'il était probable qu'elle réapparaisse bientôt, avec une excuse quelconque et un faux sourire. Chris ne tomba pas dans son jeu, mais il savait que tant qu'il n'y aurait pas de preuves, ses soupçons resteraient juste cela. Des mots flottant dans l'air d'une pièce où personne n'écoutait vraiment. Ethan fut le premier à bouger. Il obtint l'accès aux caméras de l'immeuble où vivait Rachel. Les images n'étaient pas claires, mais suffisantes. Une figure encapuchonnée avait frappé à sa porte peu après leur rencontre au restaurant. Il n'y avait aucun enregistrement de sa sortie ultérieure. Le dernier mouvement capturé était la silhouette de Rachel ouvrant la porte. Ensuite, seulement des ombres. Madison rejoignit la recherche. Non en tant qu'avocate, mais en tant que quelqu'un qui avait déjà vu le monstre derrière le masque. Elle passa en revue les anciens dossiers, les documents cliniques. Elle trouva un rapport scellé, d'une clinique privée, indiquant qu'Emma avait été diagnostiquée avec un trouble de la personnalité antisociale. Le document décrivait un modèle de comportement dangereux, manipulation chronique, absence d'empathie, distorsion de la réalité à son avantage. Fausses accusations, grossesse simulée, auto-agression feinte. Un historique qui, pour des raisons légales, avait été scellé et classé comme confidentiel. Madison le partagea avec Chris, brisant les protocoles, risquant sa carrière. C'est alors que tout changea. Un message vocal fut divulgué par un contact d'Ethan dans les télécommunications. Il était court, enregistré par erreur sur une messagerie vocale que personne ne vérifiait. La voix était claire. Emma, parlant à quelqu'un d'autre. Peut-être Alex, peut-être personne. Elle ne sera plus un problème. Crois-moi. Cette fois, j'ai bien fait. Chris sentit que le monde tournait hors de contrôle. Il écouta cet enregistrement encore et encore, comme si en le répétant, il pouvait trouver une clé, un indice, une fissure dans la certitude que Rachel était perdue. La police commença à le prendre au sérieux. Ils ouvrirent une enquête formelle. Ils appelèrent Emma à témoigner. Elle arriva au poste de police dans une robe sobre et un maquillage neutre. Son ton était celui d'une victime offensée. Elle s'indigna de l'accusation, pleura pour la douleur de Chris, et dit que peut-être Rachel avait simulé sa disparition juste pour ruiner sa vie. Ils la laissèrent partir. Faute de preuves. Excès de doute. 3 jours plus tard, Rachel réapparut. Elle était cachée dans une cabane abandonnée, en périphérie de la ville. Elle y était arrivée en taxi, sans valise, sans téléphone. C'était le chauffeur qui alerta la police, ayant remarqué que la femme qui l'avait conduite quelques jours plus tôt n'était pas revenue ni n'avait donné de signe de vie. Elle était pâle, les yeux creusés et les lèvres desséchées, mais indemne. Physiquement. Car l'âme montre ses blessures d'une autre manière. Chris alla la voir à l'hôpital. Rachel le regarda depuis son lit comme si elle ne savait toujours pas si elle pouvait lui faire confiance. Ils passèrent plusieurs minutes en silence avant qu'elle ne parle. Elle m'a dit que si je ne m'éloignais pas, elle me ferait disparaître. Pas comme une menace en l'air. Elle m'a montré des choses. Des photos. Des documents falsifiés. Elle m'a dit que si je disparaissais, personne ne la blâmerait. Parce que tout le monde pense qu'elle est juste une femme blessée. Chris prit sa main. C'est fini. Tu es en sécurité. Rachel le regarda sans lâcher sa main. Elle n'est pas bien, Chris. Elle ne l'a jamais été. Mais maintenant, elle est à un stade où elle ne distingue plus le mensonge de la vérité. Je ne sais même pas si elle était enceinte à un moment donné. Ethan, sachant que Rachel allait bien, se mit rapidement en mouvement. Il rassembla tous les documents, enregistrements, preuves. Madison apporta les dossiers cliniques, les témoignages, les dates. Tout fut remis à un procureur qui n'aimait pas l'ambiguïté. En moins de 48 heures, l'ordre arriva. Arrestation pour fraude, menaces, falsification de documents, obstruction à la justice. Chris fut celui qui la confronta. Dans son propre appartement. La police était dehors, attendant son signal. Emma l'accueillit avec un sourire qui ne convainquait plus personne. « Tu es revenu pour moi ?» Chris s'assit sans dire un mot. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-il, sans émotion. « Fait quoi ?» Tout. Emma inclina la tête. « Parce que c'était à moi. Cet avenir. Cet argent. Cette vie. Rachel l'a gaspillé. Tu l'as ignoré. J'étais la seule à le voir. Et simuler une grossesse ? Falsifier des preuves ? Ça aussi, c'était par amour ? Et Marie. Un rire sec, amer, sans musique.
Tu avais besoin que quelqu'un te fasse sentir important. J'avais besoin de stabilité. Nous avions besoin l'un de l'autre. Ce qui a échoué, c'était Rachel. Toujours elle. Celle qui prétend être forte, mais finit toujours détruite. Chris alluma son téléphone. Il enregistrait. Elle le remarqua, mais cela ne lui importait plus. Son discours était une confession déguisée en justification. Je n'ai jamais été enceinte, tu sais? Mais tu voulais le croire. Parce que ça te faisait sentir précieux. Parce qu'au fond, tu te sentais comme une ordure. Comme tous les bons hommes. Lorsque la police entra, Emma ne résista pas. Elle regarda Chris une dernière fois avant d'être menottée. Tu vas me manquer. Chris ne dit rien. Parce qu'on ne manque pas ce qui n'a jamais été réel. Les mois suivants furent un mélange de reconstruction et de silence. Rachel retourna à son travail de designer freelance. Chris vendit la maison où tout avait commencé. Il déménagea en périphérie, dans une propriété plus petite, sans luxe, où l'argent ne se remarquait pas. Ils n'ont jamais parlé d'amour. Pas une autre fois. Ils ont commencé à se voir sans plan. À partager des cafés. À marcher ensemble sans but. Un jour, il a plu. Et aucun des deux ne courut se mettre à l'abri. Ils marchaient sous la pluie, trempés, en silence. Rachel le regarda. Tu crois que tout cela était de notre faute? Chris secoua la tête. Les blessures ne se choisissent pas. Mais ce que nous en faisons, oui. Rachel sourit. Et maintenant, que faisons-nous avec les nôtres? Chris prit sa main. Les laisser guérir. Il n'y eut pas de promesse. Ni d'anneau. Ni de fin de conte de fées. Juste deux personnes marchant sous la pluie, après avoir survécu à une histoire qui avait failli les dévorer. Parce que parfois, la vie ne consiste pas à gagner, ni à avoir raison. Elle consiste à résister. Et quand l'amour ne s'impose pas, mais persiste, alors peut-être, juste peut-être, il reste encore de l'espoir. Si vous avez aimé cette histoire, je vous invite à laisser un commentaire sur ce que vous avez ressenti en l'écoutant, et si vous avez vécu une situation de tromperie similaire, je serais ravi que vous partagiez votre précieuse opinion. Je serais très honoré si vous laissez un like, partagez la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et vous abonnez à la chaîne. Ne manquez pas la prochaine histoire surprenante qui apparaît sur votre écran en ce moment, nous avons du divertissement garanti exclusivement pour vous. À bientôt dans la prochaine vidéo.